9e édition de Sans Détour. Nous allons passer la parole à Safi qui va introduire la question sur les investissements. Maudit pour la compléter après. Entre-temps, c'est dès qu'elle aura un trou pour cela. Madame le ministre, nous allons parler de votre action dans le gouvernement qui relève de votre responsabilité, donc l'investissement. La promotion des investissements. La promotion de l'investissement local, étranger. Concernant le volet investissement étranger, essentiellement, le Sénégal s'apprête à accueillir la conférence sur le Doing Business. Vous le confirmez? Conférence, je ne comprends pas. Sur le Doing Business. Doing Business, il y a un événement qui se prépare. Bon, une mission de la Banque mondiale qui va venir comme chaque année à pareil moment pour la prochaine donc une rencontre. D'accord. Oui, c'est ça. Et donc le Sénégal s'y prépare avec enthousiasme certainement légitime parce que le récent classement de la Banque mondiale lui fait faire un bond spectaculaire dans le classement qui s'accueille bien. Et ma question, Madame le ministre, est aujourd'hui, pouvez-vous nous éclairer sur ce qui explique un bond aussi spectaculaire dans le classement? Quels sont les facteurs aujourd'hui qui expliquent ce classement? Alors, nous avons eu en 2014 et en 2015 des gains de place dans cette notation importants et qui nous ont classés parmi les 10 meilleurs réformateurs mondiaux. Nous avons été instruits de maintenir le rang. Évidemment, il est plus difficile d'arriver au sommet que d'y rester. Mais c'est une obligation pour nous de toujours faire mieux. Ce qui nous a propulsés à ce rang-là me semble être, disons, la réforme de l'environnement des affaires que son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait fait faire à partir de 2012, donc 2012-2015, un programme de réforme de l'environnement des affaires et de la compétitivité avec une cinquantaine de mesures qui concernaient différents domaines dans l'accès au crédit, dans la dématérialisation des procédures, dans, disons, quelques facilitations sur l'accès au foncier, sur le foncier, ça reste encore. Est-ce que vous êtes satisfait? Nous ne sommes pas satisfaits, évidemment, sur le foncier. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il faut parler de satisfaction ou pas, mais en tout cas, on n'est pas arrivé au bout des processus en la matière et à la prise de décision, parce que justement, en 2012 également, le président avait mis en place une commission. Donc c'est l'effort qui est reconnu. Mais ce sont quand même les avancées, les facilitations qui sont reconnues, notamment la mise en place d'un guichet unique à l'APIX, l'Agence de promotion des investissements et des grands travaux. Ça, c'est pas récent, hein? C'est pas récent, mais évidemment, le travail qu'on a fait, les gains qu'on a fait en la matière pour qu'une personne qui vient créer son entreprise du secteur privé puisse, nous disons 24 heures, en 6 heures de temps aujourd'hui, avoir son entreprise, ce sont ces choses-là, ces améliorations au quotidien qui interviennent, l'accompagnement qu'on fait et les progrès qu'on fait sur les coûts des facteurs, un certain nombre de choses qui impactent. Il y a un an, en 2014, ce qui avait plus impacté, c'était justement la dématérialisation de la procédure d'autorisation, de délivrance de l'autorisation de construire. Quand on a dit ça, on n'a pas dit l'autorisation de construire pour les particuliers, mais pour les entreprises, notamment les PME, PMI. Et aujourd'hui encore, les points qu'on espère gagner vont l'être sur l'assainissement, le raccordement au système d'assainissement ou au système d'électricité, pour lesquels nous avons des guichets uniques et sur lesquels nous espérons des gains de place importants. Je pense que tu avais quelques questions clés là-dessus sur les facteurs ou les arguments. Oui, mais moi ce qui m'intéresse, ce qui a attiré mon attention, c'est un peu en regardant votre site et un peu, j'ai vu que vous aviez énuméré un certain nombre de secteurs clés dans lesquels vous voulez attirer l'investissement. Or, hein, en regardant ces investissements, en regardant ces secteurs clés, je vois par exemple le tourisme. Aujourd'hui, on sait ce qu'il en est du tourisme.
La Casamance, qui est un de nos lieux les plus intéressants en matière touristique, est dans des difficultés inimaginables. Le secteur touristique a perdu près de 80% de ses capacités en raison de facteurs combinés, Ebola, ainsi de suite, et maintenant le terrorisme dont on parle. Comment on peut attirer aujourd'hui des gens avec un secteur qui est aujourd'hui à terre? On parle également des produits de mer. Les produits de mer sont également un secteur où effectivement le piratage a complètement ravagé nos côtes et de ce point de vue-là, c'est difficile d'attirer des gens. Les téléservices au Sénégal, bon, on peut en parler parce que c'est votre ministère, c'est des choses sur lesquelles effectivement il y a des progrès sensibles. Absolument. Mais dans le domaine de la santé aussi, on a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, si on veut attirer un investisseur au Sénégal, vers quoi on peut l'attirer de manière vraiment tout à fait crédible? Parce que tous les secteurs dont j'ai parlé sont en difficulté. On peut l'attirer de manière crédible sur les 6 secteurs moteurs qui doivent produire de la croissance et de l'emploi. C'est le secteur de l'agriculture, c'est le secteur des infrastructures. On attire les investisseurs. On veut les attirer sur le capital humain. C'est toutes ces questions de Dakar Medical City. Dont vous parlez, c'est un ensemble d'investissements, c'est le tourisme. Malgré tout, on a des projections sur le tourisme sur la Petite Côte, par exemple. Mais en Casamance, à la faveur d'une visite du président de la République à Ziguinchor, on avait pris des mesures fiscales dans ce secteur-là, avec tous les investissements qui sont faits sur l'aéroport du Cap Skirring. Madame, je vous rappelle que la Casamance fait partie des points touristiques qui en France sont considérés comme décommandés. Ça, je vous le dis, hein. Demandez au ministère des Affaires en France, Affaires étrangères, ils décommandent aux Français d'aller en Casamance. Nous le savons aussi, mais nous savons que les Français continuent de venir au Sénégal. Très bien. Nous savons que le Sénégal continue d'attirer, mais c'est effectivement un secteur où les investissements doivent être favorisés pour remettre à niveau le secteur touristique. Aujourd'hui, les infrastructures, le chemin de fer, hein, nous sommes en train de mettre en place le train express régional qui va partir de Dakar et qui va arriver à l'aéroport, sur le même modèle que ce qui se passe avec le TER en France. C'est un secteur où on va attirer, les appels d'offres sont passés, il y a même des marchés d'attribués sur ces secteurs-là. Et sur l'agriculture aujourd'hui, quand même, qui a fait les résultats qu'on connaît, on a mis des investissements. Pas seulement sur la production de l'arachide, avec les prix rémunérateurs aux producteurs, mais sur la production de riz aussi, avec cet objectif d'autosuffisance riz en 2018. 2017, hein. Il ne faut pas raccourcir les délais, 2017. Madame. Il ne faut pas raccourcir les délais. Le président, c'est l'échéance 2017. Autosuffisance riz, sur les documents initiaux du PSE, c'était 2018. Maintenant, 2017, c'est peut-être parce qu'à la faveur des résultats enregistrés d'ores et déjà, on pense qu'on va y arriver en 2017. Mais moi, je dis, sur ce programme-là, par exemple, que l'attraction des investissements dans ce secteur, il est important et il doit continuer à se faire, non pas seulement sur les investissements en termes d'aménagement ou de mécanisation, mais en termes de process, de processus de transformation du riz, pas seulement en produit riz blanc, mais en tous sous-produits qui doivent aller impacter aussi l'élevage, la pêche. Ce sont des choses qui sont importantes, qui sont Moi, je voudrais, à ce propos justement, à propos de riz, oui. Il y a 2 jours seulement, j'ai écouté des riziculteurs de la vallée. Oui. Qui ont labouré près de 2000 à 3000 hectares. Tout à fait. Et qui attendent aujourd'hui encore l'engrais et l'urée. Ils sont arrivés à un moment où ça va être la catastrophe. Tout à fait. Et ils n'ont pas reçu. Ensuite, la question que je vais me poser, elle est relative également aux investissements. Il y a des investissements, moi, dont la pertinence, peut-être je suis profane, me pose problème. Vous avez fait état de ce fameux train. Oui. Express régional. Express régional. AIBD, Dakar, 54 km. Le coût, 502 milliards. 502 milliards. Et on nous dit, pour nous convaincre, que c'est à une pointe de vitesse de 160 km, etc. Alors que le train va traverser 14 gares.
ce train n'aura même pas l'occasion de faire 80 km. Il en est ainsi de Et puis 507, il a Touba. Touba, c'est 480 milliards. 416 milliards pour 112 km. 112 km. Alors, moi, ça me pose des problèmes, la pertinence de ces investissements-là. Parce que 502 milliards quand même pour 54 km, AIBD Dakar. Alors qu'il y a l'autoroute, si vous prenez l'autoroute à péage, en 40 000, 50 000, vous êtes à Dakar, les 502 milliards auraient pu être utilisés à contourner, par exemple, la Gambie. La Gambie. Oui, madame, votre réponse. Le contournement de la Gambie est également une priorité sur laquelle l'État investit. Mais ça, c'est plus prioritaire que... Je ne sais pas. Modignan, président de la République, aurait probablement arbitré comme ça. Macky Sall, président de la République... Il y a l'enjeu du désenclavement de la Casamance. Autrement. Il y a cet enjeu qui est important et qui est plus important qu'un axe de 112 km. C'est pourquoi on est en train de faire la RN6, justement, parce que le désenclavement de la Casamance est une chose importante. Qu'est-ce qu'en termes de valeur... Madame la ministre, ça quand même, il faut insister. Ila Touba, c'est 416 milliards. 54 km, ça fait 900, presque 1000 milliards. Pour faire 54 km. Et la Gambie a moins de 50 km de Ziguinchor. Imaginez si on avait investi ça, la moitié seulement, pour désenclaver la Casamance. Mais le désenclavement... Les répercussions économiques que cela entraîne. Ce n'est pas exclusif. C'est-à-dire que sur le contournement de la Casamance, sur le désenclavement de la Casamance, des investissements sont en train d'être faits. Dans le cadre du MCA, la RN6 c'est le temps... Les Américains ont même découragé. Le médiateur américain a même démissionné. Peut-être qu'il faut bien se poser. À un moment donné, c'est la rébellion casamançaise, en tout cas des populations, qui disaient que la route ne va pas passer là. Il a fallu le temps de la médiation, parce que ça aussi, ce sont des contraintes sur la Casamance. Je voudrais quand même lui poser une question. Allez-y. Si la Ligue démocratique était au pouvoir, est-ce que vous alliez privilégier entre 502 milliards pour faire 54 km de rail et le désenclavement de la Casamance? Si vous étiez au pouvoir. La Ligue démocratique va devoir arbitrer sur ça, avec les intrants à la réflexion qui vont être nécessaires. Probablement que ça ne serait pas la priorité de la LD, mais ça peut aussi faire l'objet d'une balance. On envisage, parce qu'il faut avoir quand même, après tout, une vision systémique de la situation. Nous avons un aéroport international sur lequel on envisage de faire transiter 3 millions de passagers. Il y a la route, mais il y a aussi le train. Vous n'allez pas me rétorquer la route, parce que si on a un autoroute A, je ne sais pas trop quoi, qui va à Roissy... Au niveau du sous-développement où nous nous trouvons, Madame le ministre, au niveau de notre et de nos problèmes, nous avons tellement de priorités qu'on se permette 507 milliards pour 54 km. Et Madame le ministre, pour renforcer ce qu'a dit Modi, un train jusqu'en Casamance ne nous coûterait que 600 milliards de francs CFA. Madame, il y a quand même un arbitrage à faire. La Casamance, c'est quand même important, c'est le grenier du Sénégal. Aujourd'hui, sur le Dakar-Bamako, il y a... je pense que il y a plus de 600 km sur Dakar. On n'a quand même pas mis un ministère et un secrétariat au ferroviaire pour rien. Aujourd'hui, le Dakar-Bamako va se faire avec un port sec à Tamba et puis une bretelle. Madame, nous parlons de la Casamance. Nous parlons de la Casamance. Le contournement, la Casamance, c'est probablement le contournement, c'est prioritairement le contournement. Même si l'on fait un pont sur la Gambie, ça va quand même être le contournement. Et le contournement, c'est le ferroviaire, c'est la route. Ce sont des projets sur lesquels le gouvernement travaille. Maintenant, je dis que nous ne pouvons pas, je pense, nous ne devrions pas rester sur des schémas relativement anciens. On avait plusieurs scénarios pour le plan Sénégal émergent. Et on a choisi le scénario décollage. Ça veut dire qu'il a fallu arbitrer entre les hypothèses basses, les hypothèses moyennes et les hypothèses hautes. On a des hypothèses hautes qui coûtent ce qu'elles coûtent, mais si on doit faire transiter, dans le contexte du Sénégal aujourd'hui, 3 millions de passagers à AIBD, et si on a un centre des affaires à Dakar, ça n'a pas encore changé, c'est l'aménageur qui parle, on a besoin de se donner les moyens d'assurer la pleine fonctionnalité
de ce dispositif. Mais et ce train-là, avant de passer la parole à Safi, moi je voudrais poser une dernière question sur la Casamance. Aujourd'hui, quel argumentaire vous pouvez donner à quelqu'un pour venir investir en Casamance? En Casamance, déjà, il y a par exemple les programmes agricoles qu'on appelle PRODAC, qui sont là-bas, à CEFA notamment, à Sédhiou. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que des jeunes, ils ont trouvé des emplois, ils travaillent, et la production est achetée sur un certain nombre d'années par des industriels. Emplois agricoles qui vont... mais les ça, c'est des emplois agricoles qui ne sont pas porteurs de valeur ajoutée importante à cette échelle-là. Mais ça produit de la valeur ajoutée, la parole. Parce qu'elle est restée anormalement silencieuse. Ces sédiments aujourd'hui qui achètent tout le maïs que ces jeunes-là font, et c'est la pisciculture dans le Sédhiou, et c'est le tourisme avec toutes les taxes qui sont réduites par le président de la République pour favoriser le tourisme, booster le tourisme en Casamance. Aujourd'hui, quand même, je pense qu'il n'est pas juste de considérer que la Casamance ne fait pas l'objet d'une attention particulièrement importante pour le gouvernement. Enfin, moi, je veux dire, avec toutes les opportunités de production en Casamance, c'est vrai, ça existe. C'est vrai que vous mettez des moyens. Mais l'acheminement, ça pose problème. L'acheminement pose problème. Les produits agricoles pourrissent en Casamance. Vous imaginez s'il y avait un train ou une route qui contourne la etc. Combien ça serait facilité? C'est en train d'arriver, ça. C'est prioritaire par rapport à Ila-Touba n'apporte pas grand-chose. C'est ça. En termes de visibilité. Madame Madame le ministre, dans la promotion de l'investissement, les chiffres, en tout cas dans l'investissement, les chiffres qui sont connus montrent que l'investissement local est bien plus important que l'investissement étranger. Vous le confirmez? Absolument. D'accord. Maintenant, des chiffres plus fins, quand on creuse en dessous et qu'on analyse plus finement donc les chiffres de l'investissement local, on se rend compte qu'une bonne part de ça, une part essentielle, en réalité, appartient à des investisseurs étrangers enregistrés au Sénégal, qu'on comptabilisés comme investisseurs locaux, mais donc des capitaux qui sont contrôlés et en bonne part donc rapatriés à l'étranger. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous pose comme enjeu de politique de gouvernance et donc d'orientation de l'investissement, des secteurs d'investissement et de contrôle, et comment rééquilibrer la part de soutien que vous donnez à l'investissement local pour permettre réellement à vos investisseurs locaux de trouver les moyens de travailler. Voilà, vous dites une chose importante. Si vous permettez, je voudrais compléter. Finalement, les investisseurs locaux sont confinés parce qu'ils ont moins de moyens. Ils sont confinés à la sous-traitance essentiellement et à des petites retombées. Bien. Il est important de souligner effectivement... Et avant, je vous ajoute un mot du président du MEDES qui dit, à l'occasion de la réunion que vous avez présidée pour la validation de la lettre sectorielle, la sous-traitance n'est pas l'objectif des privés nationaux. Mais justement, on leur consacre plus que la sous-traitance. Je vais d'abord confirmer que les investissements nationaux sont plus importants parce qu'aujourd'hui, 60% des investissements prévus dans le PSE devront être faits par le privé. Oui, devront être faits par le privé. Mais quand je dis privé, par le privé national comme privé étranger, oui, non, bien sûr. Le privé en général. Et sur les un peu plus de 1600 milliards d'investissements aujourd'hui, nous avons seulement 251 milliards d'IDE, donc d'investissements directs étrangers. Le différentiel, c'est fait par des investissements nationaux. Maintenant, la qualité d'investissement national est définie dans le cadre de l'OHADA. D'accord? Et donc, les nationaux sénégalais, ils occupent des parts importantes de marché. Ils occupent des parts importantes de marché, et je rappelle quand même que quand on a des investissements dans les PME, PMI, c'est les investissements
qui impactent le plus, disons, l'emploi, la production, etc. Et c'est important. Ce que le secteur privé revendique, c'est une plus grosse part. Je pense qu'il est légitime de revendiquer une plus grosse part. Et il y a, de la part de l'État, un effort à faire pour mobiliser davantage le secteur privé, pour intéresser davantage le secteur privé. C'est contenu, par exemple, dans la loi de contrat de partenariat, où on dit que les investisseurs étrangers qui viennent au Sénégal doivent réserver au moins 20% du capital à des entreprises sénégalaises. Mais ça, c'est sur le principe, on le dit. C'est sur le principe et c'est sur les faits. Parce qu'en plus de cela, il y a des marges préférentielles qui sont définies pour les investisseurs nationaux et comme pour ceux de la communauté. Maintenant, ce que nous disons, ce que les privés revendiquent, c'est que ces dispositions-là qui existent dans le cadre juridique et réglementaire des contrats de partenariat soient étendues aux autres catégories d'investissement. Ça, c'est une revendication légitime. Et cette revendication... parce qu'on doit aborder les 5 minutes qui restent, on doit les consacrer. Cette revendication-là, elle doit être portée par... Ces privés nationaux-là, quand même, ont la légitimité de revendiquer. Absolument. Ils ne sont... Diamniadio, ce n'est pas eux. Le building administratif à 17 milliards, c'est pas eux. Il a Touba, c'est pas eux. La cité de l'émergence, c'est pas eux. C'est des appels d'offres internationaux. C'est des appels d'offres internationaux. Et justement, j'étais en train de dire que les clauses qui existent dans la loi de contrat de partenariat, les privés les revendiquent pour le droit commun. Nous devons les accompagner dans cette revendication. Je l'ai déjà dit, je pense, quand j'étais au Conseil économique et social. Ça, c'est légitime, mais les privés nationaux, c'était eux sur le programme de restructuration urbaine, de recasement qui s'est passé dans la cité de Madame, on va passer pour la dernière partie. Exclusivement les privés nationaux. Pour les dernières 5 minutes qui restent, on va passer évidemment au leadership féminin d'une manière générale. Moi, j'ai juste une dernière question à vous poser sur la Casamance. Récemment, un homme d'affaires sénégalais a écrit un livre qui s'appelle Oser. Et dans ce livre, il propose qu'on fasse de l'île de Carabane une sorte de, je ne dis pas de paradis fiscal, mais en tout cas une zone franche qui pourrait attirer beaucoup d'investisseurs. Est-ce que vous pensez que cette proposition est crédible? Moi, je n'ai aucune connaissance en matière de paradis fiscal. Non, je ne parle pas de paradis fiscal, je parle de zone franche. Ce que je sais par contre, c'est que dans la politique économique du gouvernement, et je suis comptable de ça aussi, il est prévu des zones économiques spéciales, des zones dédiées à de la production, à des exportations, ce sont des zones franches. On en a déjà un en projet sur Dias qui va démarrer. Il y a un qui s'appelle aujourd'hui Parc industriel de Diamniadio qui démarre dans peut-être 1 ou 2 mois. Mais tout ça, nous sommes dans une zone de 60 km. Alors que l'intérieur du pays... Et c'est pourquoi, en tant que ministre de l'urbanisme, justement, quand je parlais de pôle, et j'avais parlé du pôle de Diamniadio et de 6 pôles dans le triangle Dakar-Mbour-Thiès, mais il y en avait aussi sur Ourossogui, sur Saint-Louis, sur Kaolack, sur Ziguinchor, Sédhiou et sur Kédougou.